Voici l'histoire vraie de Pavel. Pavel, le départ. Encore une bien piètre récolte, soupire Tikhomirov, en retrouvant sa femme dans la modeste ferme. Décidément, nous ne pouvons plus vivre ici. Comme tant d'autres, il nous faut partir vers d'autres terres pour tout recommencer. Cela se passe en Russie, l'année 1897, à Sosnovka, l'un des villages les plus pauvres de toute la contrée. Avec quelques autres paysans du district, Tikhomirov vient de vivre 3 mois en Sibérie à la recherche de terres à cultiver. Dans la région de Tomsk, ils ont trouvé. « Vendons nos biens et quittons ce coin de misère », a dit Tikhomirov, « ça ira sûrement mieux là-bas. » Avec sa femme, ils doivent se résigner. Ils vendent tout ce qu'ils peuvent, donnent le reste aux voisins et préparent les bagages. Que prendre? Que laisser? Pour toute une famille, que mettre dans seulement 3 ou 4 grosses valises? Leurs 2 enfants sont moins préoccupés. On part en voyage. Ils ne pensent pas plus loin. Pavel a 8 ans. Sa sœur Shura est un peu plus grande. Ah, les pauvres enfants! S'ils savaient ce qui les attend. Bientôt, la famille se retrouve dans un long train d'émigrants. Ils sont nombreux à partir vers la lointaine Sibérie. Y trouveront-ils de quoi vivre? Tous l'espèrent. Le convoi n'avance que très lentement. Et quand, essoufflé, il s'arrête dans une gare comme celle de Samara, de Tcheliabinsk ou d'Omsk, on ne sait jamais quand il en repartira. Alors, sautant hors des wagons, les voyageurs se précipitent dans les étroits locaux qui servent de salle d'attente. Il faut se dépêcher si l'on souhaite une place pour s'étendre sur le plancher quelques heures ou quelques jours. On verra bien. « J'ai froid, » dit parfois le petit Pavel. « J'ai cherché de l'eau bouillante pour faire un peu de thé, » répond souvent la maman, mais les réservoirs étaient déjà tous vides. « Et les repas chauds au buffet de la gare sont trop chers pour nous, » doit ajouter le père. Comme beaucoup d'autres, on va se contenter de harengs séchés et d'eau non bouillie. Péniblement, pendant des semaines et des semaines, le long voyage se poursuit. Hélas, un jour, Tikhomirov a de forts maux de ventre. Bientôt, il est pris de vomissements qui l'affaiblissent beaucoup. Par moments, des crampes douloureuses paralysent presque ses membres. Serait-il victime du choléra? Cela ne fait plus l'ombre d'un doute. Et cette grave épidémie a déjà fait des ravages parmi les voyageurs, surtout les adultes. On arrive à Tomsk, en Sibérie occidentale. Pour les Tikhomirov, le voyage doit s'arrêter là. Il faut d'urgence évacuer le malade. On le porte à l'hôpital, dans un baraquement réservé aux contagieux. Et sa femme? Et les enfants? Il s'abrite tant bien que mal dans un vieux cabanon qu'une palissade de bois protège un peu de la neige. 3 jours plus tard, à son tour, la mère tombe malade. On doit l'emmener. « Reste avec nous » supplient en larmes Pavel et Shura. Pauvre femme, si elle doit s'en aller, que deviendront ses 2 enfants? Sur un brancard, elle est transportée à l'hôpital. Bouleversée, Pavel et sa sœur Shura l'accompagnent jusqu'au baraquement des contagieux. Déjà la porte se referme, les laissant seuls dehors. Ils attendent un moment. La nuit vient, le froid aussi. Désemparés, Shura et Pavel retournent au cabanon. Mais où sont les bagages? Disparus, on les leur a volés. Plus de vêtements de rechange, plus de nourriture, plus d'argent. Ils passent la nuit serrés l'un contre l'autre à l'abri de la palissade. Oh, que les heures sont longues! Le lendemain matin, ils courent jusqu'au baraquement des contagieux. Inutile de revenir, entendent-ils. Nous venons d'enterrer votre père, et votre mère le rejoindra bientôt. Quel choc! Les voici orphelins et démunis de tout. Oh, comme nous devrions être plus reconnaissants, nous qui avons une famille, de l'affection et tout ce qu'il nous faut. Savons-nous remercier Dieu pour tout cela? Loin de chez eux, sans parents, sans maison, sans argent, sans bagages, que vont devenir Pavel et sa grande sœur Shura?
comme en prison. Éloignons-nous de la gare, décide Shura en prenant la main de son petit frère. Allons au village le plus proche pour essayer de mendier un morceau de pain. Viens, Pavel, Dieu ne va pas nous abandonner. Que faites-vous là? Demande soudain une grosse voix juste derrière eux. Les enfants se retournent en sursaut. Un inconnu, dans une sorte d'uniforme, pose sur eux un regard interrogateur. Où sont vos parents? Pavel et Shura voudraient bien répondre, mais que dire? D'ailleurs, en ce moment, les mots refuseraient de sortir de leur gorge. Venez avec moi jusqu'au camp de triage, dit alors l'inconnu d'une voix un peu plus douce. Le camp de triage, un nom barbare qui ne dit rien de bon aux deux jeunes enfants. Vont-ils échouer dans une baraque pour orphelins? Mais ne serait-ce pas la seule façon d'échapper à la faim qui les tenaille et au froid qui les mord cruellement? De toute façon, il n'y a pas à discuter. Avec l'inconnu, ils se mettent en chemin. Quand ils arrivent au camp, des mots terribles leur donnent comme un coup de poignard en plein cœur. Toi, Pavel, tu seras dans cette maison. Et toi, Shura, tu iras dans le baraquement des filles. On t'y conduira en train quelques gares plus loin. Non, non, supplient les deux enfants en larmes. Laissez-nous ensemble. On est frères et sœurs, s'il vous plaît. Ne nous séparez pas, s'il vous plaît, monsieur. Rien à faire. Brusquement, les voilà chacun son côté, chacun des deux perdant dans l'autre ce qui leur restait de plus cher au monde. Bientôt, Pavel se retrouve, à 8 ans et demi, dans un bâtiment qui abrite 300 garçons. La plupart vivent là depuis longtemps déjà. Hélas, le nouveau ne va pas passer inaperçu. Souffre-douleur de la meute. C'est généralement le rôle qu'on réserve à tout nouvel arrivé. Déjà, le pauvre Pavel attire sur lui toutes les plaisanteries, les farces et les pires vexations. Et quand on veut bien le laisser tranquille, alors il doit faire face à l'indifférence, pire encore que les disputes. Les premiers jours sont interminables. Et puis à chaque repas, il retrouve cette soupe exécrable qui l'écœure avec sa couleur d'eau sale et son absence de goût. Ah, comme tout était différent au village de Sosnovka. Au bout d'une semaine, Pavel n'a plus qu'une idée, s'évader. Mais comment? Il faut trouver une combine. Les jours passent, les plans se précisent. Une nuit, sans bruit, l'enfant se lève et met ses vêtements. Puis, sur la pointe des pieds, il quitte le dortoir et descend l'escalier. Une porte grince. Pavel est dehors, voici le portail. Il s'y agrippe, l'enjambe et saute de l'autre côté. Alors il détale à toutes jambes. Où va-t-il? Peu importe, pourvu que ce soit le plus loin possible de la voie ferrée. Les nuits sont froides en Sibérie, mais Pavel court toujours. Il ne se permet une petite halte qu'à l'orée d'une forêt qui longe longtemps jusqu'à l'épuisement de ses forces. Alors il se laisse tomber sous un arbre et s'endort presque aussitôt. Soudain, l'enfant gémit. Des hommes terrifiants le rattrapent et le traînent jusqu'à l'orphelinat prison. Là, on le frappe, puis il doit avaler des litres de l'horrible soupe. « Arrêtez! Arrêtez! » hurle le pauvre Pavel en se débattant de toutes ses forces. Bientôt, il réussit à se redresser pour se retrouver au pied d'un arbre. L'enfant se frotte les yeux. Quel bonheur! Ce n'était qu'un cauchemar. Ces hommes terrifiants. Pavel est là tout seul, mais libre. Le soleil du printemps vient caresser ses joues, et les oiseaux chantent pour lui souhaiter la bienvenue dans leur grande forêt. Pavel s'est assis. Que va-t-il faire à présent? Retourner à son village natal? Retrouver la petite rivière où il se baignait parfois? Oui, c'est là qu'il veut aller. Pauvre enfant, il oublie les distances. Et Shura, il ne peut pas partir sans elle. Mais comment savoir où la retrouver? S'il rencontre quelqu'un et s'il pose des questions au sujet de sa sœur, à coup sûr, on le remettra dans la prison des 300 orphelins. Non, il faut s'éloigner au plus vite. Pavel se remet en marche. Tout un jour, il force ses petites jambes à le porter plus loin. Avec soin, il évite les maisons, mais le lendemain déjà, il partira dans une direction qu'il n'aurait pas choisie.
Laquelle?